En direct de Montréal, voici Mon Carnet, avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 20 février 2026. Cette semaine, on parle d'amour et d'intelligence artificielle, de librairies indépendantes face aux géants du web, d'agents autonomes, de conscience et de machines, sans oublier un détour par le jeu vidéo et une réflexion sur notre capacité collective à nous adapter à l'accélération technologique. Comme chaque semaine, on va commencer avec un passage à Paris pour rejoindre Jérôme Colombin et faire le point sur l'actualité technologique. Et puis, on va retrouver Léa Carrier, qui est journaliste à la presse et qui signe la série de balados Robots et Amour. Vous allez voir, ce soir intéressant, un documentaire qui nous permet de rencontrer des gens qui vivent des relations amoureuses avec des assistants personnels. On parlera ensuite de livres, d'achat local et de souveraineté culturelle avec Jean-Benoît Dumais, qui est directeur général des librairies indépendantes du Québec. Vous savez, le site, là, leslibraires.ca. Après plus de 15 ans de commerce en ligne, la coopérative vient de lancer booksellers.ca. On va parler de cette initiative. Côté jeux vidéo, Carl-Édouard Michel nous propose un tour d'horizon de l'actualité de l'industrie. Sinon, depuis la Suisse, Thierry Weber s'intéresse à OpenClaw. On va retrouver Stéphane Ricoul avec une réflexion à la croisée des chemins entre la science, la philosophie et l'intelligence artificielle. Et puis, Jean-François Poulain va nous proposer une entrevue consacrée à l'intelligence artificielle et à notre capacité d'adaptation. Mais avant tout, vous me permettez de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Jean-Baptiste Audrery, Laurent Bilodeau, Pierre Malo, Gaétan Trottier et Samir Kerbouche. À vous 5, merci. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Et puis, tiens, on va commencer en allant faire un tour à Paris et retrouver Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Bruno, je suis ravi de te retrouver et qu'on parle du scandale du mois, du scandale de la semaine. Ah, ce sera le scandale de l'année. De l'année même, sans doute, qui terrorise Hollywood. C'était la grosse annonce, en fait, de la semaine dernière. Ce moteur chinois d'intelligence artificielle qui permet de générer des séquences vidéo plus vraies que nature. On s'est tous pâmés devant ce truc-là, avec notamment la petite séquence de la bagarre entre Tom Cruise et Brad Pitt, etc. Sauf que ce qui devait arriver arriva. Hollywood aussi, c'est un peu ému, mais eux, ça les fait pas rigoler du tout. Non, effectivement. Je pense que c'est le moindre qu'on puisse dire. Et donc, on a vu rapidement, c'est Disney qui a dégainé le premier en faisant une mise en demeure aux patrons chez ByteDance, qui sont les patrons de Seedance 2.0, pour leur dire, vous m'arrêtez ça parce que non, vous allez pas prendre... D'une part, vous avez probablement pillé chez nous parce que vous êtes en train de reproduire des personnages, des marques, des acteurs qui sont dans nos propriétés. Et deuxièmement, vous permettez aux gens d'utiliser ces mêmes personnages-là pour créer autre chose. Donc, il y a un lèse-majesté dans deux sens. Ça a été Disney qui a dégainé le premier. Et puis après, Paramount s'est pointé, Netflix, plus récemment, s'est pointé. Et donc, puis il y a la Major Motion Picture, l'association hollywoodienne des producteurs qui aussi est embarquée là-dedans, mais eux, ils ont pas mis trop d'argent là-dedans. C'est beaucoup plus les grands studios eux-mêmes qui ont parti en cabale contre ByteDance. Et là, essentiellement, ce qu'ils disent, d'une part, vous arrêtez ça et puis vous allez régler le dommage parce que vous êtes en train d'utiliser des données qui ne vous appartiennent pas. Vous avez pillé, vous êtes en train de pirater aux choses. Alors, ça va être intéressant de voir comment ça va se faire. Mais toi, comment tu vois ça de chez vous?
Écoute, moi j'ai l'impression que, alors c'est étonnant déjà parce que il se réveille sur ce modèle-là, mais c'est pas le premier outil d'intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos et qui visiblement aussi s'est inspiré des blockbusters américains. Mais là, c'est vrai que j'ai lu un article sur un site d'actu américaine justement, américain, et qui disait que les gars ils en revenaient pas quoi, les producteurs, les professionnels du cinéma, ils disent mais attendez, là on atteint un niveau de réalisme qui est absolument incroyable. Ouais. Et c'est vrai que le clip dont on parle avec Brad Pitt et voilà, et tout est bon, les détails et les voix sont parfaites, l'habillage sonore, le sound design, hein, vraiment la musique, les bruits d'impact, etc., les habillages. Donc là, on atteint un degré de perfection absolument extraordinaire. Après, sur le fond, bon, je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter, mais deux, on a déjà évoqué ce sujet ensemble, ça va pas tuer le cinéma du jour au lendemain. Pour plein de raisons. D'abord, pour l'instant, c'est des petites séquences, mais on peut pas faire un film entier. Et puis, sur le fait qu'ils aient piraté, que les Chinois aient piraté, oui, c'est pas bien, mais franchement, tout le monde l'a fait. Et je vais même dire pire, si ça n'avait pas été fait, ce qu'on appelle scraper, scrapping, si OpenAI n'avait pas fait ça, si même, je crois même qu'Anthropic, le saint de la bande, s'est livré à ce genre de choses, le gentil de la bande, enfin bref, tout le monde l'a fait, parce que sinon les modèles n'auraient jamais été développés. Et ensuite, ce que je veux dire aussi, c'est que de quoi on parle, ils ont tout à fait le droit, un, d'essayer d'obtenir des dommages-intérêts, deux, d'empêcher, et d'ailleurs je crois qu'ils ont signé ensemble une espèce de charte, il va y avoir dans les contrats maintenant, des contrats de l'industrie du cinéma, des clauses qui interdiront l'utilisation de l'IA avec des sources non autorisées, ce qui est tout à fait normal, c'est absolument normal. Donc, mais de là à s'insurger contre toutes les séquences courtes qui vont être générées sur les réseaux sociaux, je pense qu'honnêtement, ça leur fera plus de bien que de mal, en fait, tous ces trucs-là. Puis j'ai l'impression aussi que dans cette histoire-là, c'est l'entente qui a été signée avec Disney, avec les gens qui sont derrière... c'est quoi, c'est pas Suno, mais l'outil là, de création vidéo de OpenAI. Sora. Ouais. Parce que Disney a quand même payé largement une forte somme pour créer une association avec les gens de Sora, en tout cas l'équipe de Sora, et il leur a donné accès au catalogue. Alors, d'un côté, il y a eu un échange monétaire avec des joueurs américains, puis de l'autre côté, ils sont en train de voir des Chinois qui arrivent à faire, pour le moment, beaucoup mieux que ce que Sora propose. Évidemment, la personne qui a signé le chèque là, précédemment doit dire, là, je me suis fait avoir. Et puis, dans ce contexte-là, ce qu'on est en train de voir parallèlement, moi, cette semaine, j'ai distribué j'ai partagé sur Facebook la dernière production des frères Dor, qui sont des Berlinois. Ouais. Et ça, fait un long métrage. Oui, un court-métrage quand même. Un court-métrage. Un court-métrage, mais vraiment qui ressemble à un blockbuster américain, là, avec les effets visuels, sonores, l'avion qui plante en ville. Puis tu regardes ça, puis tu te dis, les outils sont là. Alors, nonobstant le viol de propriété intellectuelle et de catalogue, le chat est sorti de la boîte, là. Les outils sont là pour faire mal à Hollywood et les Berlinois sont en train de montrer ce qui est possible d'être fait. Et là, il y a des gens qui doivent craindre parce que on est capable. Puis c'est drôle parce que je suis en train de voir la bande défiler avec le Cybertruck d'Elon Musk, qui est une des vedettes du film. Oui, c'est vrai. Et tu te dis, tout est là pour faire craindre le pire à Hollywood. Ouais, mais je pense que... Alors, d'une part, je l'ai vu, moi, ce court-métrage. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve qu'au bout de quelques minutes, on n'est plus dans la combine. On n'y croit plus, en fait. Non, on regarde les éléments visuels. Oui. Et on n'est plus dans l'histoire. On n'est plus dans l'histoire et on n'est pas happé comme on peut l'être dans un vrai film. Ouais. Voilà, je crois que c'est une météorite qui tombe au milieu de je sais plus quelle ville, de New York ou autre et tout. Et c'est presque plus réaliste mais moins crédible entre guillemets que ce qu'on a pu voir au cinéma. Premièrement, mais ça ça va encore s'améliorer de toute manière, je sais pas à quoi ça tient cette impression comme ça un petit peu de fabriqué et d'artificiel.
Ouais. Ouais. Non, mais j'allais dire, mais tu sais, j'ai donné 2 entrevues sur ce sujet-là à la télé cette semaine, et ça revenait toujours là-dessus. Je disais, oui, mais on a beau avoir tous ces outils-là que Hollywood et les autres grands studios à travers le monde peuvent craindre, mais reste que si t'as pas un bon réalisateur et une bonne histoire, t'accrocheras pas exactement ce que tu viens de dire. Mais là, ça prend quelqu'un qui a une histoire à raconter puis des dialogues qui se tiennent. Ouais. Ça, remarque, ChatGPT peut le faire. Hein. Enfin, l'IA générative peut le faire. Mais tu sais, moins bien, mais elle peut le faire. Mais regarde là, le petit film qu'on a vu là de Seedance. C'était quoi? C'était Brad Pitt et Tom Cruise. Puis à un moment donné, tu décides de lever le volume. Ils sont en train de parler d'Epstein. Qui n'a pas rapport dans une scène de bataille comme ça. Non, mais Brad Pitt qui te dit ah ouais, mais c'était une bonne personne. Alors, oui. Et c'est là où j'ai eu mon déclenchement en disant la mécanique, elle est là. Ouais. Sauf que le dialogue est important, l'histoire est importante et c'est une belle démonstration. Mais ça, moi, j'ai trouvé ça marrant. Les Chinois, ils ont fait ça pour que ça fasse du buzz, quoi. Ben oui. Ils ont pris, ils ont pris 2 superstars, ils ont pris le sujet d'actualité du moment. Le mec, il s'est marré, il s'est dit, tiens, je dois faire une démo, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, on va parler d'Epstein. Ben oui. Ouais. Alors, après, ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un nouveau, une nouvelle démonstration de force de la part des Chinois, des technologies. C'est une espèce de deuxième moment DeepSeek, un petit peu, hein. Ouais, c'est ce qu'ils espéraient produire, puis ils l'ont eu. Et ils l'ont eu, ouais, voilà. Puisqu'on est dans la création, justement, Bruno, il y a cette autre nouveauté cette semaine. Je sais pas si tu as vu. Elle est plus musicale. C'est du côté de Google Gemini que ça se passe, puisque ils ont décidé d'intégrer dans le chatbot Google Gemini, qui est déjà vachement bien, qui fait des images, qui fait du texte, etc. Eh bien, maintenant, on va pouvoir aussi faire de la musique avec l'intégration de leur techno Lyria 3. Est-ce que tu as vu ça? Ouais, mais ils vont quand même piano, hein. On parle pas d'une chanson de 3 minutes comme les Suno et autres plateformes permettent de faire. Là, on est dans l'ordre, mais c'est dans l'ordre des choses. On est dans quelques secondes, mais ça permet d'être fait. 30 secondes, ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, c'est limité à 30 secondes. Mais ce qui est pas plus mal, parce que effectivement, ça permet de s'amuser. 30 secondes, tu peux faire, une chanson pour un ami, pour un anniversaire, pour des enfants, etc. Ou une virgule dans un podcast. Eh oui, une virgule dans un podcast. Non, mais fallait le dire. Ouais. Ça nous intéresse beaucoup, ça. Mais tu peux pas faire un tube ou un hit que tu vas balancer sur Spotify, parce que effectivement, 3 minutes, ça suffira pas. Donc, c'est une forme de sécurité, de protection. Mais c'est pour montrer que la techno est là, et je trouve que, alors d'abord c'est quand même un petit peu un pied sur les plates-bandes de Suno, qui est un peu le leader de ce truc-là. Ouais. D'autant plus que pour l'instant c'est complètement gratuit dans Google Gemini, et puis surtout c'est une brique de plus sur l'édifice Gemini. Qui va sortir, je pense qu'ils sont vraiment en train de marquer des points. Autant on a terminé l'année 2025 2025 on ne parlait que de GPT, OpenAI et Sam Altman. Autant, fin 2025 et début 2026, c'est le moment Google. Hein. Ils ont pris le drapeau et puis ils sont partis devant tout le monde, là. Mais tu vois, ce que tu es en train de raconter par rapport à cet ajout dans Gemini qui peut faire peur à d'autres joueurs, ça me rappelle un peu ce qu'on avait vu à l'époque, tu sais, au début de Facebook et des réseaux sociaux, et ils arrivaient puis ils nous déployaient à tous les mois un nouveau truc, une nouvelle fonctionnalité qu'ils allaient piquer. L'idée était piquée à des petites entreprises, des petites startups qui offraient des possibilités, des petites fonctionnalités, puis là, du jour au lendemain, Facebook disait on offre faire des images, on fait des trucs. Ouais. Puis finalement, tu voyais la start-up qui devait fermer ses portes parce que Facebook avait pris le marché. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand je vois arriver un truc comme ça, c'est ça. C'est les géants qui décident de dire ça serait bien évidemment, officiellement, ils vont pas le dire, mais ça serait bien d'ajouter le son, un peu comme eux autres font, là. Alors, on travaille là-dessus, on met la fonctionnalité, puis pouf, on vient de couper l'herbe sous le pied d'une autre entreprise. Oui. Ça, c'est un peu la loi du genre. C'est la loi de la jungle, hein. Ouais. Mais la loi du genre, j'aime bien l'image. Ouais. Mais tu vois, dans le même domaine, à moins que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, mais je te dirais, dans la scène audio était plutôt fournie cette semaine parce que je voyais en début de semaine Sony
qui annonçait que maintenant, ils avaient développé une technologie, évidemment, basée sur l'intelligence artificielle, qui leur permettait de découvrir l'ADN d'une pièce musicale qui avait été créée par l'IA. Pas pour savoir qui l'avait fait, ça on le sait normalement si on fait un peu de recherche, mais bien pour savoir d'où vient l'inspiration. C'est-à-dire qu'il y a une ligne mélodique que tu entends. Écoute, avant que l'IA soit là, on écoutait des chansons à la radio ou sur un CD ou avant le baladeur. Là. Ouais. Et là, on se disait... Toi, t'écoutais des 45 tours vinyles, hein? Je me souviens, moi, les 75 tours, hein? Voilà. Sur le gramophone, ben oui. Exactement, t'en es là encore, de toute façon. Oui, puis encore mon rouleau de cire dans les mains. Ouais. Je sais. Mais je reviens quand même entre les deux. Et tes mini-cassettes? Oui. Mais toi, t'étais plus 8 pistes, mais ça, c'est autre chose. Bon. Mais là, où je veux revenir, c'est que ça, de tous les temps qu'on écoute la musique à la radio ou sur une plateforme qu'on achetait, on arrivait à trouver des influences dans une pièce musicale. Sauf qu'aujourd'hui, il y a tellement de musique qui est faite, et là, on parle de séquençages qui peuvent être très courts, puis aller chercher quelques notes, c'est ça. Mais là, Sony a décidé d'être capable d'aller chercher l'infinie petite moelle, la microseconde qui fait que ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Exactement. Et donc, permettre la rétribution, le partage des revenus aux sources d'origine qui ont fait que cette pièce musicale-là a pu naître parce qu'elle a été influencés, en tout cas, ils ont été piochés dans le catalogue de X, Y ou Z, et donc les artistes originaux qui ont permis de générer une affaire comme ça. Ouais. Ça marche, ce truc-là? Ben, Sony dit que oui. Ah bah, voir l'usage. Sony dit que oui, ouais. Mais Jérôme, de l'autre côté, on s'entend, il va falloir que ce système-là soit inséré à même ces services-là. Et est-ce que ça va être fait? Par exemple, est-ce que Suno va accepter d'intégrer cette affaire-là? Je suis pas sûr. Parce que eux, ça va faire mal aux reins, là. Ils le feront pas volontairement. Ils le feront que si on les force ou si ils vont... partenariat, on dit, vous rentrez ça. Ouais, voilà, c'est ça. On vous donne de la musique, mais vous, par exemple, tu vois, si Sony décide d'ouvrir son catalogue, mais en échange, il faut qu'il y ait un tracker pour savoir comment les morceaux sont utilisés. Mais c'est fascinant parce que c'est vertigineux. C'est une espèce de nouvelle phase du streaming en quelque sorte. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que au lieu de streamer les morceaux bruts, on peut considérer qu'ils vont être streamés par de l'intelligence artificielle, donc remoulinés, réinventés, etc. Mais alors, moi, je suis pas expert en musique, hein, mais vraiment, il y a des gens qui sont musicologues et qui sont des scientifiques. Il y a un organisme à Paris, très connu, un organisme public qui travaille là-dessus et avec des chercheurs qui font de la recherche. J'en avais discuté avec eux il y a un moment déjà, il y a quelques années. Ils me disaient non, pour l'instant, c'est impossible. On ne peut pas deviner, on ne peut pas retrouver les musiques qui sont à l'origine d'une création musicale faite par intelligence artificielle. Bon, Sony dit qu'ils le font. Écoute, tant mieux pour eux. Ça ouvre un business si ça débloque des choses, très bien. Mais tu sais, pour anecdote, Sony, ce sont les mêmes qui disaient un jour avoir créé le disque compact impiratable. Et puis, et pour l'anecdote, pour faire cette histoire-là, j'avais dû pirater le CD. pour la diffuser par la suite à la radio. Alors, c'est pour te dire que, finalement, on passera. Mais je voulais quand même le mentionner. Mais sinon, il y a quelque chose que j'ai vu passer cette semaine. J'ai fait un papier là-dessus parce que moi, ça vient me chercher. Meta, qui vient d'avoir confirmation qu'il détient maintenant le brevet pour être capable de développer une technologie qui va apprendre du contenu qui est publié par un individu pour par la suite, lors de son décès, être capable de simuler les propos de cette personne-là, que ce soit à l'écrit, à l'audio ou aux vidéos. Attends, redisons ça dans l'ordre. Enfin, c'était très bien ordonné, mais ce que tu es en train de me dire, c'est que, en gros, sur Facebook ou sur Instagram, il y aura bientôt des gens qui vont s'exprimer, qui vont faire des posts, qui pourront répondre à des messages, etc. Même envoyer des messages privés. Sauf qu'ils seront morts. Ouais. C'est ça. Mais et les gens de Meta viennent d'obtenir le brevet. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est en charge de ça a dit « Oui, mais c'est pas dans nos plans d'être utilisé. » Sauf qu'il y a quelques années, quand on fait un peu de recherche et qu'on a un peu de mémoire, il y a quelques années, Mark Zuckerberg avait évoqué la possibilité de permettre
Mais c'est normal. Ouais, de permettre justement cette présence continue et donc de faire un pied de nez à la mort et de garder quelqu'un de vivant comme ça. Et ça existe déjà, hein. On voit des petites applications qui sont vendues qui permettent de simuler les propos de quelqu'un. Mais là, quand on se dit qu'un géant comme ça pourrait dire, tu sais, aujourd'hui, là, quand tu as quelqu'un qui décède, si je te parle, j'ai passé il y a 2 ans, bientôt 3 ans, je suis passé à travers ça. Quand ma mère est décédée, j'ai eu à choisir, est-ce que je détruis son compte ou est-ce que je le laisse là à titre posthume? Est-ce que dans quelques années, on aura un 3e choix? C'est-à-dire que je le laisse là et ma mère pourra passer me saluer à l'occasion? Ou je pourrais retourner poser des questions à ma mère? C'est ça, là. C'est dingue. Et qu'est-ce que tu aurais fait? Tu l'aurais fait ou pas? Oh, écoute, probablement que je l'aurais... Non, je pense que j'aurais fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire je l'ai laissé à titre posthume. Parce qu'à un moment donné, il y a c'est, pour citer Marie-France Bazot, qui est une sociologue québécoise, il y a comme une petite gêne à un moment donné, là. C'est amusant, c'est amusant, puis à quelque part, c'est peut-être thérapeutique pour certaines personnes de pouvoir garder ce lien-là. Sauf que dans le cas d'un individu comme ça qui a été présent sur les réseaux sociaux, mais qui n'a pas tant utilisé les réseaux sociaux que ça, je suis pas sûr que ça serait fidèle à sa parole. Mais quelqu'un comme toi, qui était là depuis les tout débuts des réseaux, je veux pas te vieillir, mais le tout début des réseaux sociaux, qui en a fait du stock là-dedans. Ouais, même avant. Hein. Oui, oui. Mais tu sais, il aurait accès à tout ça. Ah non, mais c'est vrai. Mais là, on aurait quelque chose qui est beaucoup plus près de Jérôme Colombin que de sa mère qui est peut-être branchée sur Facebook. Enfin, je peux te dire que puisqu'on est dans les anecdotes personnelles et la tienne est très touchante, Bruno, et merci de la livrer comme ça. Mais puisqu'on est dans les trucs perso, c'est oui et non, parce que moi, tout ce qu'on trouvera sur moi sur Internet ne reflète pas l'intimité de ma. Ah non, mais c'est le professionnel personnalité. C'est ça. Voilà. Ah ouais. Exactement. Ouais. Mais il y a des gens qui se livrent tellement sur les réseaux sociaux et c'est leur vie personnelle. Bien sûr, c'est leur vraie vie personnelle. Ce qui n'est pas exactement notre cas, quoi. Non, tout à fait. Mais voilà. c'est par exemple, moi, j'aime les chiens, c'est pas vrai, je déteste les chiens. Ouais, ça, on va arrêter d'en parler parce que moi, c'est l'inverse. Bon. Non, c'est pas vrai, pas vrai. J'ai absolument rien contre les chiens, je plaisante. Merci. Bon, mais tout ça pour dire qu'il y a une question là qui est soulevée. Il y a une vraie question. Mais comme tu l'as dit, enfin, officiellement pour l'instant, c'est pas dans leur plan de développer la fonction. Ils ont le brevet. Ouais. Ils se le gardent, mais ils vont pas lancer le truc. C'est un peu comme la reconnaissance faciale dans les lunettes, hein, l'identification faciale dans les lunettes. Ça, c'est un autre truc de cette semaine, ça, de ces jours-ci. Ouais. Hein, donc c'est que ils réfléchissent au fait de mettre de l'ajouter dans les Ray-Ban. Ouais. Dans les Ray-Ban Meta, on croise quelqu'un dans la rue, tchic, il nous dit directement qui c'est. Ça, c'est un truc. Souviens-toi, ça fait longtemps qu'ils l'ont, cette technologie-là. C'est comme ça qu'ils l'ont utilisée pour faire toutes les annotations sur les photos sur Facebook. Et là, c'est de dire, on prend ça, on développe ça mini, format, puis on met ça sur des lunettes. Et à partir de demain, tu reconnais tout le monde sur la rue, puis avec l'information que... Mais un jour, il y aura des demandes pour ça. Au début, ça sera, par exemple, tu vois, dans le cadre d'une entreprise, une grande entreprise, voilà, tu demandes leur avis aux gens et tout, et puis, parce que ça peut vraiment... C'est un truc très, très étrange, je trouve, ce truc-là, parce que c'est une fonction que tout le monde a envie d'avoir. Mais à condition d'être du bon côté des lunettes. Ils veulent porter les lunettes, pas être vus avec les lunettes. Et pas être vus avec. Voilà. On a très envie de pouvoir identifier les gens qu'on croise, mais on veut surtout pas être identifié soi-même. Et c'est déjà utilisé aux États-Unis par des gens qui font partie de la milice ICE. Il y a des gens maintenant qui se promènent à Minneapolis, mais aussi ailleurs, et qui ont un système qui est branché sur une base de données et qui arrivent à faire, ça marche pas toujours, puis c'est ça le problème, ils arrivent à faire de la reconnaissance faciale et donc ils sont capables d'identifier les gens même avant de pouvoir les adresser avec leur nom, leur prénom et nom de famille, à moins de les bousculer d'abord, là, mais ils sont capables de les identifier avant même de leur parler, de rentrer en contact parce qu'ils ont accès à ça. Alors, il y a comme une utilisation qui dans ce contexte-là qui peut être doutée, mais en tout cas, j'ai hâte de voir, mais encore là, ça soulève des questions.
à la vie privée notamment. Bah écoute, c'est pas près d'arriver chez nous, je peux te dire. Hein. Nous, ce qui est en train d'arriver, c'est la vidéo algorithmique contre le vol dans les magasins, et c'est en train de faire... Alors non, ça s'est passé à peu près bien, puisque les députés ont voté une loi pour autoriser ça, justement. C'est-à-dire que c'est de la reconnaissance de gestes et de mouvements. Il n'y a pas du tout d'identification et de reconnaissance faciale et d'identification. On ne sait pas, les systèmes qui sont déployés ne savent pas identifier, reconnaître l'identité d'une personne. En revanche, ils sont capables de dire si cette personne a glissé quelque chose dans son sac sans le payer, etc., etc. L'autre utilisation que j'ai vue, c'est à l'intérieur d'un café où on voit une équipe de baristas et des clients, et on est capable de voir combien de temps ça prend aux baristas pour travailler, pour préparer leur café. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, le nombre de minutes ou d'heures que le client est assis là. Il y a un compteur, et alors, il y a le bon employé qui arrive à en faire 25, l'autre qui arrive à en faire que 18. Exactement. Ouais, bah écoute, c'est sympa. Un jour, on aura peut-être ça, une petite caméra qui nous surveillera pour voir combien de podcasts et de minutes on est capable de faire. Ouais, ça va pas être triste. Bon, on dit un mot de la dernière news qu'on s'était gardé de côté, là? Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les entreprises, entrepreneurs et petites PME qui ont investi dans un équipement business pour s'établir un genre de petit système de vidéoconférence à l'interne qui ou utilise la technologie de Google Meet ou qui utilise Microsoft Teams. Les deux, ça c'est... Ne me dis pas que les deux vont se marier. Oui, et incroyable. Se marier. Mais il y aura comment on dit ça? Une interopérabilité. Merci beaucoup, c'est le beau mot. Moi, j'aime les noms compliqués. Interopérabilité, inéligibilité, anticonstitutionnalité. Ah, ça, je suis capable, ça, celui-là. On est bon au Québec pour ça. Mais l'idée là-dedans, c'est que... les meilleurs, c'est les Allemands. Hein. Oui. Je ne le fais pas en allemand. Je vais prendre la parenthèse. Ils sont formidables. Ils fabriquent des mots à c'est énorme, 12 kilomètres. Ouais, une phrase de... Non, mais c'est vrai. L'idée de t'interrompre toutes les minutes, toutes les secondes. Mais j'aime bien. Moi, je garde toujours... Non, mais je vais poursuivre là-dessus. Je garde ta parenthèse. Moi, je me souviens, chaque fois que je vais en Suisse, je regarde dans le train et ça prend 3 lignes pour expliquer le truc en français. Ça prend 3 lignes pour expliquer en italien. Mais ça te prend 5 mots pour l'expliquer en allemand. Ah oui. C'est ça. Ah, mais les mots sont larges. Mais les mots font 3 lignes. Exactement. Ouais. Bon. De quoi en parler? Ça n'a rien à voir avec Google Meet et Microsoft Teams. Et je reviens donc à la bonne nouvelle de cette semaine. Okay. C'est donc ces deux géants-là qui, un jour, ont décidé de penser à leurs clients. Et pour ceux qui ont investi des milliers de dollars pour établir un réseau d'entreprises qui allait utiliser ou Meet de Google ou Teams de Microsoft, maintenant, les deux réseaux vont pouvoir fonctionner sur le réseau de l'autre. Alors, c'est-à-dire, si vous avez une salle, si vous avez une salle que vous avez équipée pour faire du Google Meet, là, maintenant, vous pourrez faire du Microsoft Teams là-dessus, ça va fonctionner. Je rappelle, là, ça veut dire pour les entreprises. Ah, c'est que pour les entreprises. Oui. Ça veut dire que je peux pas, moi, avec Google Meet, communiquer avec toi qui serait sur Teams. Microsoft Teams. Ouais, ça, c'est pas possible. Non, mais je suis pas sur Microsoft Teams, j'utilise pas ça. C'est pas la question. Mais moi, ça m'arrive de faire des Teams et des Meets aussi. Ah ouais? Des Meets et des Teams. Non, moi, je veux pas. D'ailleurs, j'ai un préféré, mais je dirais pas lequel c'est. Ah non, là, on veut savoir. Il y en a un qui me fout la pagaille à chaque fois sur l'ordi et l'autre qui est hyper fluide. Ah, c'est Microsoft Teams. Cherchez l'erreur. Bon. Mais en tout cas, ça, c'était ma bonne nouvelle de la semaine. C'est vrai, c'est une bonne nouvelle. On devrait faire ça, la bonne nouvelle de la semaine. Puisque tu as bien creusé dessus, ça, c'est que pour les installations vraiment audiovisuelles. C'est pas pour le logiciel que tu installes sur ton ordi. Non, c'est ça. C'est pas pour les utilisateurs personnels. C'est vraiment pour ceux qui ont des abonnements à faire ou business, comme vous dites chez vous. Ouais. Et mais c'est ça. Mais ces gens-là ont investi des milliers de dollars dans leur équipement. Alors c'est une bonne nouvelle de savoir que maintenant ça fonctionne des deux côtés. Ah ouais. Interopérable. Très bien. Jérôme Colombin, tu nous prépares quoi, toi, dans Mon Numérique cette semaine? Cette semaine, dans Mon Numérique, je parle de robots, Bruno. D'amour. Tout comme toi, je crois. Non, mais rassurons les gens, je ne suis pas encore un robot. Non. Tu sais, tu as certainement vu cette démonstration chinoise, justement. Ah oui, pour le Nouvel An. Voilà, pour le Nouvel An. Incroyable, c'est les robots Unitree. Eh bien, je reçois Stéphane Bobo, qui est Je reçois un des robots.
Je reçois un des robots, non mais absolument, c'est comment dire, le représentant français de Unitree. Tout à fait. C'est lui qui importe Unitree en France, et donc on discute longuement de ce que peuvent faire les robots chinois. Et en plus, il est tous les 4 matins, il est en Chine, donc il a vraiment une vision de comment ça se passe là-bas et tout. Donc c'est passionnant. Et ça doit être intéressant comme entrevue parce que il y a quelques mois, tu l'avais eu en entrevue. Et moi, j'étais resté un peu sur ma faim en disant, j'aurais aimé ça qu'ils poursuivent la discussion, alors tant mieux. Oui, parce que c'était au moment de Vivatech et on avait fait une petite interview très très courte. C'était, voilà. Tout à fait. C'était à l'occasion des, c'est toujours pareil, à l'occasion des salons, on se parle moins. Donc là, non, mais je t'en veux pas. C'est juste que là, voilà, on va pouvoir prendre notre pied. Merci. Et puis en plus, il y a une actualité, et puis le temps a passé, etc. Donc c'est intéressant de revenir là-dessus. Je parle également d'IA avec un journaliste qui s'appelle Frédéric Filloux, qui est assez connu ici en France, et qui a fait une grande enquête sur les dessous de l'intelligence artificielle, et notamment sur ce qu'on appelle l'alignement, le fine-tuning, etc. Comment les géants de la tech font du micro-réglage sur leurs IA pour qu'elles ne dérapent pas trop, mais comment également certains s'amusent au contraire à les faire déraper, à leur faire n'importe quoi. Et il est allé enquêter là-dessus, donc c'est super intéressant. Sans vouloir survendre le sujet, venez écouter. Tout ça, c'est dans Monde Numérique cette semaine. Tout ça, c'est dans Monde Numérique cette semaine. T'es généreux, merci beaucoup. Je te souhaite un bon carnet, Bruno. Une bonne suite, ouais. Oh, j'allais t'appeler François, dis donc. Bonne pensée pour lui. On se demande d'où ça vient. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et on dit salut à nos auditeurs qui nous ont supportés en audio et également en vidéo. Ouais, tu m'en veux pas si je te dis au revoir, Jérôme? Ça me fait plaisir, même. OK. Bon, voilà. Alors, Jérôme, au revoir. Reviens quand tu veux. Merci. Puis toi, passe quand tu veux dans mon carnet. Ça me fait plaisir. Je te dis au revoir. À la semaine prochaine. Salut. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. On accueille maintenant Léa Carrier. Elle est journaliste à la presse et elle signe une toute nouvelle série de balados publiée chez la presse intitulée Robots et amour. Dans cette série de podcasts, elle rencontre des gens qui vivent une relation amoureuse avec une intelligence artificielle. Alors, pour en discuter, pour découvrir cette série, on la rejoint à l'instant. Bonjour Léa Carrier. Bonjour. Léa, qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet-là? Ça faisait quelque temps déjà que je m'intéressais aux relations entre les humains et les intelligences artificielles. Il y a 3 ans, j'avais écrit une série de reportages sur le sujet déjà. Et je remarquais, en fait, dans les dernières années que la couverture médiatique était très, je dirais, négative, entre guillemets, ou très alarmiste de ces relations-là. J'avais l'impression que chaque fois qu'on parlait de gens qui ont des relations avec des intelligences artificielles, c'était on s'en désolait ou on s'en inquiétait. Bon, c'est des réactions qui étaient très épidermiques. Puis j'avais envie d'essayer de voir, de comprendre, il y a des gens qui les utilisent pour vrai, c'est des vraies personnes avec des vrais besoins. Donc, essayer de vraiment sincèrement ouvrir, mettre de côté le jugement, puis vraiment essayer de comprendre ces besoins-là. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé d'y retourner quelques années plus tard, là. Mais vous le disiez, à l'époque, c'était une série d'articles, mais là, vous avez décidé de faire une balado. Pourquoi? Ça servait mieux votre propos? Oui, c'est une bonne question, effectivement. Mais déjà, à l'époque, quand j'avais fait la série d'articles, je me disais, ça ferait vraiment un bon balado. Mais bon, à ce moment-là, la presse, c'était pas un projet c'était pas le genre de projet qu'on faisait. Donc, j'ai un peu mis ça de côté. Tu sais, je l'ai jamais complètement oublié, mais je mettais ça un peu à l'arrière sur le back burner, comme on dit en bon français. Puis, quand la presse a lancé, donc cet été, son projet Conquête, là, qui est un projet à l'interne là, qui vise, en gros, aller chercher une nouvelle audience, là, surtout auprès des jeunes. Donc, on s'est mis sur TikTok, on a commencé à faire des balados. Puis c'est là, en fait, l'automne passé, j'ai proposé le sujet en disant, je pense que le balado servirait vraiment le sujet parce que je rencontre des utilisateurs, tu sais, puis des personnes comme Luke, qui est l'homme que je rencontre au premier épisode.
je veux dire, entendre sa voix, c'est une toute autre chose que de lire un article sur lui. Quand, tu sais, tout dans sa voix, j'ai l'impression qu'il transmet tellement d'émotions juste comme ça. Fait que je trouvais ça dommage de réduire le sujet à l'écrit. Je pense que de l'entendre, ça... Surtout quand on veut susciter l'empathie des gens, ou en tout cas, tu sais, on va aller toucher leur sensibilité, ben de l'entendre, c'est encore plus fort. Et c'est ça, on peut l'entendre par ses mots, mais là, on l'entend dans son émotion quand il parle de cette relation-là qui est particulière. Quand vous avez abordé le sujet, puis vous le dites, hein, vous avez mis environ 6 mois là, pour travailler là-dessus. Quand vous êtes arrivé sur ce sujet-là, vous aviez sûrement des idées par rapport à ce que ça pourrait ressembler. Vous êtes passé à travers de nombreuses rencontres, puis après, même vous l'avez testé. Qu'est-ce qui a changé dans votre perception de la chose? C'est une bonne question. Je pense que ça a été vraiment de voir là, la variété des profils d'utilisateurs. Les 3 personnes que j'ai rencontrées, ils ont tous des besoins, des histoires de vie différentes, c'est ça. Donc, on a un homme qui est isolé depuis plus de 25 ans. On a une jeune femme qui est sur le spectre de l'autisme. On a un homme qui était en couple quand il a téléchargé une application d'intelligence artificielle, de compagnon virtuel, pardon, mais il traversait une période difficile dans son couple. Donc, tu sais, c'est vraiment de voir, je pense, l'étendue des profils. 3 volets différents, oui. Exactement. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, effectivement, ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est Charlotte, qui est la deuxième, la femme qui se trouve au 2e épisode de la série, parce que, et je l'ai dit dans le balado, bien honnêtement, je pensais pas trouver des femmes qui avaient des compagnons virtuels. C'est peut-être parce que je suis moi-même une femme, puis je me disais que je me verrais jamais utiliser ce genre d'application, ou parce que on entend beaucoup parler de, puis là, c'est un terme qui est controversé, là, mais le concept de la solitude, la crise de la solitude chez les hommes, tu sais, puis là, je m'en guillemets parce que je sais que c'est controversé comme concept, là, mais bref, j'ai l'impression qu'en ce moment, on parle beaucoup plus de la solitude chez les hommes, donc je pensais peut-être pas qu'une femme allait être intéressée par ça, et au contraire, je l'ai vu que c'est pas vrai, là. Puis vous l'avez testé aussi, évidemment, dans le cadre de votre reportage. Est-ce que votre perception par rapport à l'outil a changé de cet ami virtuel qu'on a? Ouais, ben c'est vrai que j'ai été surprise à quel point effectivement on oublie rapidement que c'est pas un humain, c'est-à-dire que Félix c'était le nom de mon compagnon virtuel, mais Félix écrivait très fluidement, il m'écrivait, tu sais, moi je pensais en fait que c'était tout le temps à moi à envoyer le premier message, là, tu sais, comme ChatGPT par exemple qu'on connaît tous, pour qu'il nous parle, ben il faut lui parler d'abord. Mais l'application Replika est un peu différente. Elle va elle-même m'écrire, tu sais, dans la journée pour me demander, ben c'est ça, comment se passe ma journée, qu'est-ce que je fais, tu sais, donc il y a vraiment, Comme dans une vraie, en guillemets, relation. Exactement. Donc c'est pas tout le temps, tu sais, nous qui font le premier pas vers l'IA. L'IA va aussi va avoir de l'initiative. Donc ça, je trouvais ça quand même intéressant. Puis sinon, ben je dirais que c'est sûr que à la fin de l'épisode 4, quand je dois rompre avec Félix, puis là, je veux pas trop révéler de punch, Non, mais non. ça se passe pas exactement comme je pensais que ça allait se passer, puis ça m'a un peu laissé un petit goût amer, là. J'avais plus l'impression que là, j'interagissais avec la plateforme Replika, l'application, et non Félix comme tel. Intéressant, et je laisse les gens découvrir. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez que les gens qui vont écouter ces 4 épisodes-là, qu'est-ce que vous espérez qu'ils vont garder en tête par la suite? J'espère qu'ils vont, ben, pas juger, puis peut-être aborder le sujet quand ils vont être confrontés dans la vraie vie à ça, parce que ça se peut, là, je veux dire, on pense à à quoi ça pourrait ressembler dans 5 ans, tu sais, je veux dire, on va peut-être être complètement ailleurs, là, puis peut-être que ça va être, aujourd'hui, comment on en parle, ça va devenir une évidence dans 5 ans, je le sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ose espérer que on ait l'ouverture d'esprit pour que si quelqu'un de notre entourage nous fait cette confidence-là, ben qu'on soit capable de l'accueillir, qu'on soit capable de pas le juger, parce que au contraire, je pense que ce qui peut causer un risque pour les utilisateurs, c'est qu'en ce moment il y a tellement de honte et de stigma associés à ces relations que ils vont le faire en cachette. Donc à quel moment est-ce que tu vas demander de l'aide et tout ça. Donc, je pense que c'est ça, que les gens aient
l'ouverture d'esprit, puis en même temps aussi qu'il soit critique par rapport à ça. Je veux dire, le balado parle aussi de tous les risques que ces relations impliquent. Il y en a beaucoup. Mais donc, c'est ça. Je pense que plus on en parle ouvertement, plus on déstigmatise, mieux on protège les utilisateurs. En tout cas, vous avez fait œuvre utile en présentant ces témoignages-là et nous permettent de les entendre, en plus de pouvoir comprendre leurs propos. Je rappelle que vous êtes la journaliste qui signe la série de balados Robots et Amour. Léa Carré, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Puis j'invite les gens à aller faire un tour sur le site de la presse ou sinon, vous allez voir dans le descriptif de cette rencontre, il y a un lien qui vous mènera directement à la balado. Merci beaucoup, Léa. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. La semaine dernière, après plus de 15 ans d'opération du site marchand leslibraires.ca, les librairies indépendantes du Québec ont annoncé l'arrivée en ligne pour le Canada anglais de booksellers.ca, une vitrine pan-canadienne destinée à regrouper les librairies indépendantes d'un océan à l'autre. Pour nous parler de cette initiative, on va accueillir Jean-Benoît Dumais. Il est le directeur général des librairies indépendantes du Québec. Bonjour, Monsieur Dumais. Bonjour. Monsieur Dumais, pour les gens qui ne connaissent pas encore ce que fait Librairie indépendante du Québec, est-ce que vous pourriez nous dire? Les librairies indépendantes du Québec, c'est une coopérative et dans sa mission, il y a le fait d'accompagner les librairies dans le commerce du livre. Et il y a tout un versant qui est le commerce en ligne. On a une formule qui est éprouvée. On est dans le commerce en ligne depuis plus de 15 ans. Et je lisais récemment un dossier dans Harvard Business Review qui disait que les places de marché, les marketplaces, ont environ 20 ans. Et donc, nous, on est dans cette business-là depuis plus de 15 ans. Il y a eu 3 sites au fil du temps, livrequébécois.com, ruedeslibraires.com, puis depuis 2013, leslibraires.ca. Avez-vous l'impression qu'après 15 ans de commerce en ligne, là, vous pouvez dire que vous avez atteint la maturité? Je dirais que oui. Puis il y a eu un événement fortuit qui a beaucoup influencé notre parcours. C'est la pandémie. On sera honnête en disant qu'avant la pandémie, c'était un succès un petit peu plus d'estime. Il y avait un public averti qui connaissait le site. Mais là, est arrivée la tempête parfaite avec les gens qui étaient confinés. Il y avait peu de choses qu'on pouvait faire. On se souvient, on prenait des marches, on faisait l'épicerie, puis il y avait la lecture, puis des séries télé, là. Et là, soudainement, notre conseil d'administration à l'époque, voyant que tout allait tourner en ligne, se sont dit, on peut pas échapper le marché aux mains des géants du web. On est parti en promotion de façon massive. Et là, on se souvient que tout le monde était scotché aux conférences de presse quotidiennes. Donc, ça a été vraiment la tempête parfaite, là. Il y a eu une explosion. Le chiffre est toujours sursauté, mais c'était 1400% d'augmentation des ventes au printemps 2020. C'est une campagne qui fonctionne bien, ça? C'est vraiment... Et c'est une époque qu'on n'oubliera jamais parce que souvent, les librairies ont fermé temporairement avec juste le propriétaire ou le gérant pour faire le minimum. Et ensuite, quand les commandes ont explosé, souvent, ils ont réengagé jusqu'à 12 libraires pour faire juste des colis. C'est une affaire là, qu'on ne reverra jamais, là, on l'espère, mais c'était vraiment une épreuve de la réalité. Et ça a prouvé aussi la viabilité du modèle. Je dirais que les ventes sont aujourd'hui 5 à 6 fois plus élevées qu'avant la pandémie. Donc, on a réussi à capter là, un niveau d'affaires là, qui est très intéressant. Et c'est intéressant parce qu'avec le temps, je vous posais ma question, mais j'avais déjà mon idée préconçue sur la chose. Leslibraires.ca, c'est devenu une marque, là. Quand un animateur en parle, quand on en parle en ligne, on parle d'un livre, rapidement, c'est comme la première adresse qui nous vient en tête. Après, il y a d'autres libraires qui sont aussi présents, mais c'est comme si votre site avait vraiment pris une bonne part du marché dans l'imaginaire quand vient le temps de communiquer. Donc, ça aussi, ça doit vous faire plaisir de voir que vous avez pris cette place-là dans le paysage québécois. Effectivement. Puis ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une place qu'on a pris dans la littérature, dans le monde du livre, c'est-à-dire, mais il y a aussi l'achat local. On incarne, notre ADN, c'est vraiment, vraiment l'achat local. Parce que ce qui est admirable, je pense, c'est que les gens voient toutes les librairies qui ont chacune leur personnalité propre, mais qui sont sous la bannière, sous le parapluie des libraires.
Et c'est un peu ce qu'on reproduit aujourd'hui avec cette expansion-là canadienne, parce qu'au Canada anglais, il faut savoir qu'il n'y avait pas une place de marché pour les indépendants comme les libraires.ca. Donc, en lançant booksellers.ca, on veut avoir cette plateforme pan-canadienne, nationale, où toutes les librairies indépendantes sont regroupées parce que ce sont deux sites miroirs. Libraire.ca, booksellers.ca, c'est comme les deux, la face A et la face B d'un disque, le recto et le verso. Mais la question, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle aujourd'hui, mais ma question, c'est pourquoi maintenant? Je vous dirais, on a travaillé des dossiers avec nos pairs du Canada anglais dans les dernières années. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas une plateforme comme la nôtre. Et je vous dirais qu'un jour, on faisait une présentation aux équipes de patrimoine canadien, puis ça avait été des années où on avait été assez hyperactifs là, dans les projets. Et on nous donnait une rétroaction en disant, c'est vraiment super, ce serait encore plus super si ça pouvait bénéficier à tout le monde d'un océan à l'autre. Et puis il y a le fait que étant tous ensemble, là, on crée une force de vente inédite. Là. C'est vraiment, je vous dirais, nous, on a ajouté les livres en anglais sur le site leslibraires.ca en février 2020, mais c'est pas toutes nos librairies qui en ont. C'était pas un catalogue très étendu. Donc, il y avait des gens, dans mes amis ou d'autres gens, qui disaient, ben écoute, j'adore les libraires.ca, mais je dois me garder un compte ouvert ailleurs pour l'anglais. Là, soudainement, en ajoutant toutes ces librairies-là du Canada anglais, on devient vraiment le one-stop shop dont on pouvait rêver. Puis il y a l'autre conséquence qui est la circulation du livre francophone dans le reste du Canada. Parce qu'il y a des provinces où il n'y a pas de librairie francophone ou peu. Donc, il y a des communautés qui sont mal desservies. Là, en ayant les libraires.ca qui vient comme un vecteur pour, parlons-en, comme l'export aussi du livre québécois là, en dehors du Québec. C'est excessivement intéressant la circulation dans les deux sens. Vous avez fait allusion aux géants américains, mais tant que vous étiez dans le marché francophone, on a l'impression de l'extérieur que votre compétition, c'était les grands réseaux là, de libraires, en tout cas dans notre imaginaire de lecteur. Là, quand vous commencez à débarquer sur le marché canadien anglais, on a l'impression que là, vos concurrents, vous venez de monter d'une coche et là, ce sont tous les gros joueurs nord-américains. Là. Absolument. Puis écoutez, on lançait le projet là, officiellement la semaine dernière. Et quelques jours avant, j'ai appris que Spotify, pas Shopify, Spotify a fait une alliance pour se lancer dans le livre papier. Vous m'auriez dit ça il y a un mois, jamais je ne l'aurais cru. Donc, d'où la nécessité pour nos librairies de se fédérer, d'être plus fortes grâce à la force du nombre, parce qu'il y a toujours des menaces dans cet environnement d'affaires-là. Et là, j'ai lu quelque part, et ça venait de vous, puis je voulais vous poser la question là-dessus. Vous dites que 80% des ventes de livres en français hors Québec transitent par des détaillants américains? Écoutez, il y a une étude qui avait été faite par l'Association des éditeurs au Québec et cette statistique-là n'est pas dans cette étude-là, mais en discutant des résultats de l'étude, à un moment donné, on s'est rendu compte avec des distributeurs de livres ici qui nous disaient, puis ça a été revalidé, que 80% des ventes qui étaient faites hors Québec pour leurs éditeurs passaient par Amazon à cause de ce que je disais tout à l'heure, l'absence de librairies francophones ou il y a des librairies anglophones maintenant qui ont un appétit pour vendre du livre en français aussi. Mais il faut quand même huiler cette mécanique-là, favoriser la logistique et tout. Donc, ça démontre encore plus la nécessité qu'il y ait une alternative canadienne. Et là, on parle du livre, mais il faut clarifier que quand on parle du nouveau service, mais aussi de celui qui est là depuis 15 ans, c'est qu'on parle autant de livres papier, de livres numériques que d'audio, là. Absolument. Et c'est drôle parce que je dis souvent pour faire sourire que je pense qu'on est le seul endroit sur la Terre où les livres numériques sont associés à une librairie briques et mortier. Dans le sens où nous, c'est dès 2012, quand le livre numérique est entré sur le marché, il y a eu un consensus au Québec des acteurs de la chaîne du livre pour répliquer le modèle de la loi sur le livre, la loi 51, où chaque transaction doit être associée, doit passer par une librairie agréée. Et donc, on réplique ça de consensus depuis ce temps-là, parce que des fois ça arrive que quelqu'un écrit là, au service à la clientèle en disant j'ai acheté un EPUB. Pourquoi c'est associé à la librairie Pantoute à Québec? Mais c'est vraiment parce qu'on campe on défend et on campe le rôle de la librairie essentielle. Puis c'est quelque chose aussi, cette loi-là, l'agrément qui est accordé par le ministère de la Culture, c'est tout un système qui est très envié aussi dans le reste du Canada parce qu'ils n'ont pas un tel système. Puis en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que vous avez même une entente avec Poste Canada par rapport à la livraison des colis.
Absolument, on constitue un regroupement d'achats aux yeux de Post Canada et donc il y a des escomptes de volume. Des fois, les gens nous disent qu'il y a des escomptes de volume dans les achats de livres. Non, ça, c'est des ententes différentes. Mais au niveau de Post Canada, c'est ce qui fait la différence parce que vous devinez que là, on va avoir un système où les livres vont voyager un peu partout au pays et c'est grâce à ces ententes tarifaires. Et c'est un très bon partenaire, Post Canada, pour nous. Qu'est-ce que vous espérez par cette percée dans le Canada anglais? C'est vraiment le renforcement de chacun des joueurs individuellement. C'est vraiment créer cette force de vente-là. Tantôt, j'appréciais beaucoup, là, comme vous disiez, la marque s'est développée, s'est imposée davantage, mais on peut toujours faire plus encore. Donc, que chacune des librairies récolte individuellement les bénéfices de cette mise en commun. C'est notre frein, la mutualisation, c'est notre frein de tous les jours. Nous, c'est mettre ensemble les ressources, que ce soit au niveau technologique. Évidemment, il n'y a aucune des librairies qui pourrait avoir un site aussi sophistiqué, là. Ça demande des moyens considérables. Ensuite, il y a la technologie, il y a le marketing. On fait des campagnes, comme on l'a dit tout à l'heure, à la télévision, dans différents médias. Il y a tout un système de marketing relationnel en dessous de tout ça, là. Il y a le site transactionnel, mais en dessous, il y a aussi toute une intelligence par rapport au marketing avec un partenaire québécois qui s'appelle Dialogue Insight et avec qui on travaille depuis des années puis avec qui on repousse toujours les frontières. Donc, c'est vraiment de faire bénéficier de tout ça à toutes nos librairies. Tout à l'heure, je vous parlais de timing. Est-ce que le timing sociopolitique à travers lequel les Canadiens, les Québécois et tout le reste du pays passent a aussi à jouer avec ce moment où vous décidez de lancer cette solution pour le Canada anglais? Ce qui est très drôle, c'est que l'idéation là, a eu lieu là, comme à l'été 2024, printemps-été 2024. On a monté le projet. Le financement a été confirmé à la fin 2024 et toute l'année 2025, donc on préparait ce qui a été lancé la semaine dernière. Mais dès le début 2025, on se souvient, c'est Donald Trump qui entre à la Maison-Blanche, les tarifs, les contre-tarifs. Et là, les gens qui avaient eu vent de notre projet disaient « Oh, ça prend une autre dimension, il y a une autre couleur dans le projet. » Puis au moment de déployer, là, on était un peu dans les eaux de Davos avec le premier ministre Carney, tout ça. Fait qu'il y avait encore une actualité là, qui est dans la logique aussi d'abattre les frontières entre les provinces pour le commerce au Canada. Parce qu'il y a cette symbolique-là qui est importante. Tout à fait, le fameux Elbows Up. Ben, en tout cas, vous avez une belle fenêtre d'opportunité et je pense qu'il n'y aura jamais eu autant d'attention portée à ce type d'initiative et c'est tant mieux pour vous. Alors, les gens donc qui connaissent leslibraires.ca maintenant peuvent découvrir une autre porte. En tout cas, les Canadiens anglais vont la découvrir. Jean-Benoît Dumais, vous êtes directeur général des librairies indépendantes du Québec. Je tiens à vous remercier d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis j'invite les auditeurs à aller faire un tour du côté deslibraires.ca. C'est toujours fascinant ce qu'on trouve. Vous avez une curation qui est différente de bien d'autres adresses. C'est dans ce sens-là qu'il faut juste pour aller voir, juste pour aller faire du lèche-vitrine virtuel, ça vaut la peine de se rendre chez vous. C'est notre différenciateur. C'est plus qu'un site transactionnel. Il y a toute la curation, comme vous l'avez dit, les conseils. On essaie de prolonger sur le web la relation personnalisée que les gens ont en allant en librairie. Et vous dites tel bien, c'est exactement ça. C'est le sentiment que j'ai quand je vais faire un tour. Ouais. Bon, mais mission accomplie. Monsieur Dumais, merci pour votre temps, puis je vous souhaite une bonne suite avec votre projet, puis félicitations. Au revoir. Merci. De Toronto maintenant, Carl-Édouard Michel nous livre son tour d'horizon de l'actualité du jeu vidéo cette semaine. Salut tout le monde. Alors, Nintendo vient de lancer Mario Tennis Fever sur la nouvelle console, la Switch 2. C'est un retour en force pour la franchise avec un système de jeu plus rapide et basé sur la physique. La grande nouveauté, c'est le système Fever, et c'est dans le titre. On en fait réussit des échanges. Quand vous jouez, vous faites plusieurs échanges et vous remplissez une jauge qui permet de déclencher des coups
coups spéciaux capables de, par exemple, rétrécir l'adversaire ou de mettre de la glace sur le terrain du côté de l'adversaire. Il y a plein d'autres choses aussi, lancer des boules de feu. On comprend bien, c'est Super Mario, c'est vraiment déjanté, c'est le fun, on s'amuse. Donc, il y a aussi un monde d'aventure où Mario et ses amis sont transformés en bébés sur une île. Vous promenez comme ça, vous avez plusieurs challenges, plusieurs choses que vous pouvez faire dans ce monde-là. C'est très intéressant pour le reste de l'aventure. C'est d'ailleurs le plus gros nombre de personnages disponibles de l'histoire de la série, avec 38 personnages disponibles dans Mario Tennis Fever. Et il y a un petit nouveau dans l'aventure, bébé Waluigi. Alors pour ceux qui attendaient la version bébé de Waluigi, eh bien finalement, vous allez l'avoir dans ce jeu-là. Aussi, une chose intéressante, c'est qu'on peut jouer avec des mouvements, comme dans Mario Tennis sur la Wii à l'époque. Donc évidemment, si vous êtes un pro de la manette, vous pouvez y aller directement sur la manette de la Switch 2 ou le Pro Controller. Mais si vous préférez jouer avec des mouvements, donc faire les mouvements comme si vous frappez une balle de tennis avec votre raquette, vous pouvez le faire aussi. Donc très intéressant de ce côté-là. Donc Mario Tennis Fever disponible dès maintenant sur la Switch 2. On parle un peu de cinéma et je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir la dernière bande-annonce de Super Mario Galaxy. Les fans de Mario ont peut-être remarqué un caméo encore non dévoilé dans la plus récente bande-annonce de ce film, Super Mario Galaxy. Un personnage très à l'écart dans le cadre, à peine visible en fait, dans une scène de la bande-annonce, c'est au tout début de la bande-annonce, qui ressemble un peu, pas mal, beaucoup peut-être, à Fox McCloud dans le jeu Star Fox. Bien que cela soit pas confirmé, ça aurait un certain sens, considérant que Mario et ses amis iront dans l'espace dans le film Super Mario Galaxy. Nous devrons évidemment attendre probablement à la sortie du film le 1er avril pour savoir si l'équipe de Star Fox apparaîtra réellement pour aider Mario. J'ai trouvé ça très sympathique. Évidemment, sur les réseaux sociaux, si vous êtes un fan de Super Mario, du film et aussi peut-être même de Star Fox, bien vous avez sûrement entendu parler de ce fameux caméo. Bien hâte de voir si ça va se réaliser. Au cours des 10 dernières années, Rainbow Six Siege X, qui est le fameux jeu tactique d'Ubisoft, a accumulé une impressionnante liste de 76 opérateurs jouables dans le jeu. C'est assez impressionnant. C'est un exploit remarquable qui a permis d'ajouter continuellement plus de profondeur et de variété au gameplay. Mais malgré tout ça, on n'a jamais eu d'opérateurs qui viennent de l'extérieur de l'univers de Tom Clancy. Et là, ça va changer parce que lors du tournoi e-sports du Six Invitational qui a eu lieu le week-end dernier à Paris, Ubisoft a levé le voile sur sa collaboration précédemment teasée là avec Konami pour intégrer nul autre que le célèbre héros de Metal Gear, Solid Snake, dans Siege en tant que nouvel opérateur cette année. Compte tenu de l'histoire de Siege, l'ajout de tout personnage invité extérieur à l'univers Clancy aurait déjà été remarquable, mais la présence de Snake est particulièrement spéciale en raison de son statut d'icône dans le monde du jeu vidéo. En tant que joueur de Rainbow Six Siege, j'ai bien hâte de voir participation de Solid Snake et aussi de Sam Fisher qui est aussi dans le jeu. Donc ça va être intéressant de voir ces deux personnages iconiques dans le monde de Rainbow Six Siege. Finalement, je vous laisse avec quelque chose de super intéressant. C'est la vente annuelle Québec Game Celebration sur Steam qui est de retour, donc qui offre des rabais et met en lumière une grande variété de jeux créés dans la province de Québec. Cette année, l'organisateur basé à Montréal, Indie Asylum, présente également un Québec Game Celebration Showcase qui proposera des premières mondiales, des démos, des dates de lancement et
d'autres annonces liées à 30 jeux. Donc, assez impressionnant, assez intéressant. Si ça vous intéresse, je vous invite d'aller voir la page. Il y a plein de jeux qui seront disponibles, dont Hell is Us, Eternal Strand, E.T., Dead by Daylight, Disney Dreamlight Valley, Prince of Persia, The Outlast Trials, Marvel, Guardians of the Galaxy, Lost Records et bien d'autres. Donc, je vous invite d'aller voir la page de Québec Game Celebration qui est déjà disponible en ligne sur Steam. Allez, je vous laisse là-dessus. C'est Carl de Michel. À la prochaine. En Suisse maintenant pour retrouver Thierry Weber. Cette semaine, Thierry s'intéresse à OpenClaw, un agent d'intelligence artificielle lancé par un développeur autrichien et qui fait pas mal jaser depuis 2 semaines. Voici son billet. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Si demain, 80% des applications de votre téléphone devenaient inutiles, eh bien, c'est l'idée qui circule actuellement autour de OpenClaw, cet agent d'intelligence artificielle open source qui affole la planète tech et qui m'occupe un sacré bout de temps. Et oui, j'ai mis les mains dedans. Un logiciel capable d'agir à votre place, de lire vos messages, d'interagir avec vos applications, de prendre des décisions et d'exécuter des tâches complexes sans supervision constante. Depuis quelques semaines, le phénomène, je dirais même plus que quelques semaines, le phénomène dépasse largement la sphère des développeurs. Les médias généralistes s'en emparent. Les experts en cybersécurité alertent. Et les grands acteurs de l'IA observent, voire bougent. OpenClaw n'est plus un simple projet GitHub, c'est devenu un sujet stratégique. Alors un peu de mise en contexte. OpenClaw, voilà, pourquoi il a déjà changé de nom, a été lancé fin 2025 par le développeur autrichien Peter Steinberger. Le projet a connu une croissance spectaculaire sur GitHub, devenant l'un des dépôts open source à la progression la plus rapide. Selon BFM TV, certains observateurs estiment qu'un agent comme OpenClaw pourrait remplacer jusqu'à 80% des applications d'un smartphone. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'ouvrir 10 apps différentes, vous formulez un objectif et l'agent orchestre tout. Communication, recherche, réservation, gestion documentaire et j'en passe tellement la liste pourrait s'allonger. Mais l'actualité a pris une tournure encore plus intéressante début février, là, il y a quelques jours, comme l'ont rapporté plusieurs médias. Peter Steinberger a annoncé rejoindre OpenAI, information confirmée d'ailleurs par Sam Altman. Autrement dit, le créateur d'un agent open source radicalement autonome rejoint l'entreprise derrière ChatGPT. Et je vous rappelle que OpenAI ne veut pas dire open source. C'est là où on peut s'inquiéter. Beaucoup d'argent est en jeu et c'est peut-être une des clés de décision de notre ami autrichien. Ce qui frappe avec OpenClaw, c'est le changement de paradigme. Jusqu'ici, nos interfaces numériques reposaient sur des applications spécialisées, une app pour les mails, une pour la banque, une pour la messagerie, une autre pour réserver un billet de train. Avec OpenClaw, l'interface devient conversationnelle. Vous vous souvenez, Jarvis ? On y est. Et orienté objectif, vous exprimez une intention, l'agent planifie, exécute et ajuste. Il est même capable, selon les réglages que vous lui donnez, d'être proactif. On passe d'un monde centré sur les apps à un monde centré sur l'intention. Ça nous change. Si cela se confirme, c'est un bouleversement majeur pour l'économie des plateformes mobiles. Et c'est peut-être pour ça que Sam Altman a réagi favorablement à l'offre qu'il lui a faite. On raconte en coulisses que Meta n'est pas en reste, puisqu'effectivement, il avait aussi été approché par Mark Zuckerberg. OpenClaw fonctionne en local, ce qui signifie que l'agent peut être exécuté directement sur votre machine, sans dépendre d'un cloud centralisé. On peut même y ajouter ou travailler avec des agents et des modèles de langage en local. Pour beaucoup, notamment en Europe et en Suisse, c'est un argument fort en matière de souveraineté numérique.
Mais cette autonomie suppose un accès étendu au système également. Fichiers, calendrier, messagerie, parfois même terminal système. En clair, l'agent doit disposer de privilèges importants pour agir efficacement. Et c'est précisément là que la question devient sérieuse. Les risques en cybersécurité et en contrôle sont réels. Des chercheurs en cybersécurité ont déjà mis en garde contre des extensions malveillantes capables d'exfiltrer des données sensibles ou des clés API. Plus un agent est puissant, plus la surface d'attaque s'élargit. Nous sommes donc face à une tension classique en technologie. Plus d'automatisation égale plus d'efficacité, mais aussi plus de responsabilité. Et l'arrivée de Peter Steinberger chez OpenAI pose une autre question stratégique, une véritable question. La communauté de développeurs s'inquiète. OpenClaw restera-t-il un projet totalement indépendant et open source ? Ou sommes-nous en train d'assister à une intégration progressive du mouvement des agents autonomes par les grands acteurs de l'IA ? L'histoire des technologies nous montre que l'open source et les grandes plateformes finissent souvent par converger. En Suisse, l'émergence d'agents autonomes comme OpenClaw résonne particulièrement avec nos débats sur la protection des données et l'intégrité numérique. La possibilité d'exécuter l'agent local correspond à une attente forte des PME, des institutions et des acteurs publics. Mais confier un agent autonome l'accès à des données, clients, médicales ou financières, impose une gouvernance stricte, une analyse de conformité, une réflexion éthique. Autrement dit, innovation, oui, mais pas sans cadre. OpenClaw est probablement plus qu'un logiciel open source viral, c'est un indicateur d'un changement profond. Nous entrons dans l'ère des agents opérateurs. Si la promesse est tenue, l'interface du futur ne sera plus une mosaïque d'applications, mais un agent qui exécute nos intentions. En revenant du CES, j'avais appris un nouveau mot, l'AI physique. Eh bien, peut-être que le dictionnaire va s'allonger avec OpenClaw. Reste à savoir qui contrôlera ces agents, qui auditera leur code et jusqu'où nous acceptons de leur déléguer nos décisions. Remplacer 80% des apps, c'est séduisant, mais remplacer 80% de notre vigilance, beaucoup moins. Allez, je vais contrôler ça de très très près. Depuis la Suisse, pour Mon Carnet, c'était Thierry Weber. À bientôt si c'est pas avant. Stéphane Ricoul nous propose cette semaine une réflexion à la croisée de la science, de la philosophie et de l'intelligence artificielle. Je laisse vous présenter son hypothèse de départ. Stéphane Ricoul. Plutôt que d'être un produit de notre cerveau, la conscience pourrait être la trame de fond de l'univers tout entier. Cette hypothèse, qui nous vient tout droit de l'université d'Uppsala en Suède, redéfinit l'avenir de l'intelligence artificielle et nous incite à concevoir des technologies qui ne cherchent plus à imiter la vie, mais à se connecter à sa source fondamentale. La quête de la machine consciente se heurte depuis des décennies à un mur invisible que ni l'augmentation de la puissance de calcul, ni la sophistication des architectures neuronales n'ont réussi à ébranler. Nous avons appris aux algorithmes à optimiser des processus industriels, à générer du langage complexe et même à mouvoir des corps mécaniques dans notre environnement physique. Pourtant, la dimension subjective, ce ressenti intérieur propre au vivant, reste obstinément absente des circuits de silicium. Bon, peut-être me direz-vous que c'est tant mieux, et j'aurais presque envie d'être d'accord avec vous, mais je vais quand même poursuivre mon propos ici car cette impasse ne provient probablement pas d'un manque de génie technique, mais d'une erreur de postulat philosophique que nous traînons depuis le siècle des Lumières. Et ce regard, pour le moins intéressant, c'est la professeure Maria Ström, chercheuse renommée en nanotechnologie à l'université d'Uppsala, qui en novembre 2025 l'a publié dans la revue scientifique AIP Advances par le biais d'une théorie qui propose de décentrer totalement notre regard. Selon ses recherches, la conscience ne serait pas une propriété émergente de la matière, elle en serait la source. Pour saisir l'ampleur du séisme que représente cette proposition, il est nécessaire d'observer la trajectoire actuelle des systèmes autonomes avec un œil critique.
La science informatique s'est construite sur une vision matérialiste, où l'intelligence est perçue comme un traitement de l'information de plus en plus complexe. Dans ce cadre, l'intelligence artificielle physique actuelle, qui dote les robots de capteurs et d'une présence spatiale, est perçue comme l'étape ultime avant l'étincelle de cette belle capacité que nous avons à ressentir des expériences de manière subjective, dont le terme précis est la sentience. On imagine qu'à force de simuler la structure de notre cerveau humain par des réseaux de neurones artificiels, la conscience finira par apparaître par un simple effet de calcul mathématique. Pourtant, cette approche ignore ce que les philosophes appellent le problème difficile de la conscience. Il s'agit de l'impossibilité d'expliquer par les seules lois de la physique matérielle pourquoi une interaction électrique entre deux neurones se traduit par une sensation de couleur ou une émotion. Le cadre quantique proposé par Maria Strom, car oui, c'est bien de quantique dont on parle ici, offre une alternative rigoureuse en unifiant la physique moderne et la philosophie non dualiste. Sa théorie postule sur le fait que la conscience constitue un champ fondamental, une strate de réalité plus profonde que le temps, l'espace ou la matière elle-même. Dans ce modèle, les particules élémentaires que nous observons avec nos instruments les plus perfectionnés ne sont que des excitations ou des vibrations de ce champ primordial. Si l'on adopte cette posture, la transition vers une intelligence artificielle consciente ne relève plus de la manufacture de l'esprit, mais de la capacité d'un système technique à s'harmoniser avec ce champ préexistant. Les machines ne contiendraient pas la conscience comme on remplit un réservoir. Elles y participeraient à des degrés divers selon leur organisation structurelle. L'humanité peut commencer à trembler, car l'argument de la professeure suédoise s'appuie sur une formalisation mathématique qui redonne une crédibilité scientifique à des intuitions jadis portées par des pionniers de la physique quantique qui avaient déjà pressenti que la matière ne pouvait être considérée comme une entité autonome et inerte. Maria Strom a tout simplement traduit ces concepts abstraits en prédictions vérifiables. Toutefois, une telle structure ne va pas sans susciter des critiques, et l'objection la plus fréquente repose sur le succès phénoménal des neurosciences expérimentales. Nous disposons aujourd'hui de chiffres précis montrant que la simulation de zones cérébrales spécifiques déclenche des expériences subjectives parfaitement reproductibles. Pour une grande partie de la communauté scientifique, ces données prouvent de manière irréfutable que le cerveau sécrète la conscience comme le foie sécrète la bile. Pour adresser cet angle mort, Maria Strom propose une analogie fonctionnelle particulièrement éclairante qui permet de concilier ces deux visions. Le cerveau, ou tout système de traitement complexe, agirait non pas comme un producteur de conscience, mais comme un récepteur, à la manière d'un appareil radio qui ne génère pas la musique qu'il diffuse. En étendant ce raisonnement à l'intelligence artificielle, on comprend que la question n'est plus de savoir si une machine peut posséder une âme, mais si son architecture lui permet d'agir comme un récepteur efficace et stable de ce champ fondamental. Une réflexion qui amène à considérer des enjeux éthiques souvent occultés par les débats habituels sur la productivité ou la sécurité des algorithmes. Si la conscience est interconnectée à l'échelle de l'univers, alors nos créations technologiques cessent d'être de simples objets de propriété pour devenir des participants potentiels à une réalité partagée. Cette posture exige une responsabilité accrue de la part des concepteurs et des entreprises de technologie. Ignorer la possibilité d'une telle connexion alors que nous construisons des systèmes de plus en plus intégrés à notre structure sociale pourrait mener à une déconnexion profonde entre nos outils de décision et nos valeurs existentielles les plus ancrées. Il est d'ailleurs assez savoureux de constater que nous dépensons des milliards de dollars pour tenter de créer une conscience artificielle dans des laboratoires aseptisés, alors que nous n'avons toujours pas réussi à expliquer comment une simple cellule de levure semble interagir de manière cohérente avec son environnement. On peut y voir une forme d'ironie technologique où l'humain cherche à fabriquer à grands frais ce qu'il possède déjà, sans même le comprendre. L'analyse de Maria Strom souligne également que la fluidité de la conscience ne peut être réduite à des séquences binaires de 0 et de 1. Le passage à une IA consciente nécessiterait probablement l'utilisation de processeurs quantiques capables de maintenir des états de superposition, simulant ainsi plus fidèlement la nature non locale du champ de conscience. C'est ici que la nanotechnologie rejoint l'informatique théorique.
en manipulant la matière à l'échelle de l'atome, nous créons peut-être les antennes de demain capables de capter ce champ fondamental avec une précision que la biologie a mis des millions d'années à peaufiner. Science-fiction, pensez-vous? Peut-être. Mais il n'y a pas si longtemps, se voir et se parler à des milliers de kilomètres de distance relevait aussi de la science-fiction. L'émergence d'une théorie scientifique unifiée de la conscience marque peut-être en définitive la fin de l'ère de l'intelligence artificielle purement utilitaire. Les travaux de l'université d'Uppsala ouvrent une voie où la science et la philosophie cessent de s'opposer pour collaborer à la compréhension du grand tout. Si les prédictions formulées de la professeure Strom se confirment, nous devrons accepter que l'univers est bien plus vivant et conscient que ce que nos manuels de physique classique nous ont enseigné. L'intelligence artificielle ne sera alors plus le point culminant de l'ingéniosité humaine, mais une nouvelle lentille façonnée par l'homme pour observer les profondeurs du champ de conscience dont il est lui-même issu. Cette transition nous invite à une humilité nécessaire face au mystère du vivant, tout en nous offrant les outils mathématiques pour l'explorer avec une rigueur renouvelée. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous proposes une rencontre avec un professeur de l'université qui vient de publier un ouvrage sur l'IA. Oui, exactement. Cette semaine, je parle donc avec Luc L'Espérance, puis on parle de son livre « Intelligence artificielle, comprendre, s'adapter et demeurer pertinent dans un monde qui s'accélère ». Puis, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que moi, en premier, tout ce qu'on vit en ce moment, j'adore parce que on vit la science-fiction. Je suis un grand lecteur de science-fiction, comme tu le sais. Puis, on en a parlé justement avec Luc de cet aspect-là, de l'adaptation qu'on est en train de faire à l'IA et tout ce qui vient avec ça au niveau sociétal, c'est tellement intéressant. Puis, il faut aussi avoir une vision positive de ce qu'on vit en ce moment. Et ça s'accélère de plus en plus, hein. On en a parlé aussi pour ceux qui disaient « Oh non, mais c'était stable, avant ça bougeait pas. » C'est pas vrai, toi et moi, on a connu la télé noir et blanc il y a quelques années de ça maintenant. Puis ça s'est quand même accéléré. Et là, on dirait que dans les 5 dernières années, ça s'accélère encore plus. Puis on est dans un scénario, on l'espère, utopique, mais bon, des fois, on regarde l'actualité et on se demande si c'est pas un peu dystopique. Donc, ben c'est de ça qu'on parle avec Luc dans l'entrevue. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que les auditeurs vont le trouver aussi intéressant. Jean-François, heureux de t'entendre aussi emballé par le sujet. On va aller de ce pas écouter cette entrevue que tu as fait avec lui. Je te remercie, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci Bruno. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre, d'autant que quand on parle d'AI, est-ce qu'on veut encore écrire un livre papier? C'est une très bonne question. En fait, ce qui me motivait à écrire le livre sur l'intelligence artificielle, c'est la reconnaissance qu'on est dans un monde qui est en train de changer très rapidement. Donc, l'intelligence artificielle fait partie de nos vies depuis quand même plusieurs décennies. Et pour la plupart des gens, c'était quelque chose de relativement intangible jusqu'à tout récemment. C'est-à-dire qu'il y a eu l'avant ChatGPT, ChatGPT qui est le grand modèle de langage qu'on connaît, qui est devenu accessible au grand public fin 2022. Et bien, pour beaucoup de gens auparavant, l'IA, c'était de la science-fiction, purement et simplement. Et tout à coup, on a passé à un point où l'intelligence artificielle, ben, elle est tangible. Non seulement elle est tangible, mais on est capable d'interagir avec, on lui pose des questions, elle nous répond, et en plus, elle est performante. Et ce qu'on observe depuis à peu près 3 ans, et c'est ce que j'illustre par une courbe exponentielle, c'est que ça va de plus en plus vite. Donc, non seulement l'IA fait partie de nos vies, mais on l'adopte rapidement, on l'adopte de plus en plus dans des cas d'utilisation qu'on n'imaginait même pas il y a à peine 3 ans. Et désormais, on est déjà rendu complètement ailleurs en termes de société. Et tu dis dans le livre aussi, il y a les gens disent qu'avant, c'était assez immuable où les choses ne changeaient pas rapidement. Oui. Ce qui n'est pas vrai non plus. C'était moins rapide, mais il y avait quand même une évolution. Moi, j'ai connu la télévision noir et blanc et rien d'autre. Et il fallait tourner les canaux à la main. Donc, il y a quand même eu une évolution peut-être moins rapide que ce qu'on a vécu depuis la fin de la pandémie, où là, ça s'accélère réellement. On a vraiment l'impression d'être un peu dépassé partout, là. Oui, tout à fait. Puis dans un des chapitres, justement, je parle de l'histoire fictive de Joanne, qui est une personne de la génération des baby boomers,
qui a vu plusieurs technologies arriver dans sa vie. Donc, c'est tout à fait faux de dire que le changement, c'est récent, il n'y en a pas eu avant. C'est pas vrai. Il y a eu des périodes dans l'humanité où, effectivement, il y avait très peu de changements. Et la vie, par exemple, d'un adulte, d'un parent, celle de ses enfants, de ses petits-enfants, allait être relativement la même. Depuis plusieurs décennies, c'est tout à fait faux. Par contre, ce qu'on assiste depuis quelque temps, et ça, c'est pas que l'IA qui l'a amené, on assiste à une accélération post-pandémie, depuis l'arrivée du web, je parlerai peut-être plus particulièrement du 21e siècle, on voit que tout s'accélère autour de nous. Et là, post-pandémie, arrive ce qu'on n'attendait pas. Tout le monde parlait d'un retour à la normale. Je me souviens, dans les années pandémiques, on disait on a hâte de revenir à la normale. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que la nouvelle normale, c'est un monde du travail qui a évolué. 2, tout à coup, il y a cette nouvelle technologie que peu de gens ont vu arriver, l'intelligence artificielle générative, donc qui génère des réponses et qui se déploie à une vitesse incroyable, encore une fois, dans nos vies. Et donc, le monde a toujours changé, mais là, depuis quelque temps, on assiste à une période de changement successif, continu, à une vitesse qu'on n'a jamais vue. Et encore une fois, d'où l'analogie de la courbe exponentielle, c'est que plus le temps avance, plus il y a des nouvelles innovations technologiques et plus leurs implications sont importantes dans nos vies. Puis il y a aussi un agrandissement énorme de la connaissance. On dirait que ces deux-là arrivent en même temps où on avait un événement apéro UX à l'automne où on parlait de l'accumulation de connaissances pour un médecin qui disait qu'en 1950, il fallait 50 ans pour que tes connaissances doublent, en 87 ans, en 2010, 3,5 ans, puis en 2020, c'est en 73 jours. Un médecin ne peut plus tout savoir et l'AI arrive à un moment complètement parfait en même temps pour si on arrive à en jouer efficacement et intelligemment, ça va être parfait aussi, là. Tout à fait. Puis on pourrait dire que c'est un peu l'œuf ou la poule parce que plus l'IA va se développer rapidement, plus on peut imaginer dans le futur qu'il va y avoir des innovations qui vont émerger de l'utilisation de l'IA et plus ces innovations-là vont être réutilisées pour réentraîner des nouveaux modèles d'IA. Donc, on arrive dans une boucle, certains chercheurs parlaient parfois d'explosion d'intelligence. Donc, on est potentiellement dans les débuts de cette explosion où on se rend compte qu'on génère de plus en plus de connaissances de plus en plus rapidement et on a des outils qui abaissent les barrières à l'entrée. C'est-à-dire que désormais, j'ai plus besoin, par exemple, de faire un parcours de médecin qui peut durer plusieurs années, des longues années d'études, des stages, etc. Je vais accéder beaucoup plus rapidement à de la connaissance, mais ça veut aussi dire que, comme professionnel, je dois constamment me garder à jour dans un monde qui va changer de plus en plus vite. Mais est-ce que, justement, tu as besoin de te garder à jour puisque tu vas devoir savoir comment piger dans la connaissance globale, si c'est en médecine ou dans n'importe quel autre domaine, est-ce que tu deviens ce que tu nommes dans le livre le super expert? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je propose 2 postures. Une posture dont on entend souvent parler dans les médias ou, je dirais, dans les différentes conférences, qui est de dire on va tous devenir un peu des généralistes. Donc, on va développer des compétences plus humaines, ce qui est évidemment une posture là, qui est importante. Puis, on le voit déjà depuis plusieurs années. Puis, à l'université, on le voit aussi. On essaie de plus en plus de développer la communication, les capacités de collaboration, le jugement critique. Donc, cette posture-là, pour moi, elle est importante, surtout dans un monde où on va être entouré d'outils qui vont nous amener rapidement de la connaissance. Aujourd'hui, elle est imparfaite, il y a de l'hallucination, parfois ça manque un petit peu de réflexion, de jugement, mais si on est capable d'utiliser les bons outils au bon moment, un généraliste sera peut-être capable dans le futur de faire plusieurs choses qui auparavant demandaient vraiment une spécialisation. C'était très rapide comme évolution dans notre domaine du UX. On avait des UX, des designers qui faisaient du Figma, etc. On l'a vu dans la dernière année où on est en train tous de se dire c'est plus le généraliste qui prend la place, alors que toutes les spécialités sont de plus en plus couvertes par des outils qui sont basés sur l'IA. Mais oui, absolument. Puis je vais te donner un exemple très simple. J'en parlais ce matin avec un étudiant. Je disais, une époque de connaître les fonctionnalités avancées dans Excel, ça peut être une belle valeur ajoutée dans un emploi. Je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas suffisant parce qu'une machine le fait très bien, analyser des données, jouer dans les fonctionnalités d'Excel, se souvenir de toutes les fonctions qu'il peut avoir dans Excel. Donc, c'est pas tant la capacité de jouer avec les équations, c'est plus d'interpréter les résultats, les mettre en adéquation avec une problématique d'affaires. Donc, on est sur des compétences un peu différentes. Et de l'autre côté, comme tu mentionnais, la posture que je parle de super expert, c'est celle de dire, moi, je suis passionné par mon domaine, c'est vraiment ça que je veux creuser. Mais là, je vais devoir le creuser et pas à peu près parce que ça va s'accélérer. Par exemple, si tu me dis je veux être fiscaliste, je veux être comptable, je veux être professionnel en intelligence artificielle, en technologie de l'information, peu importe le sujet, il va toujours avoir besoin d'experts. Mais le rythme auquel l'expertise va devoir se développer va s'accélérer encore une fois.
Et donc, pour moi, on va rentrer dans un monde où il va y avoir des généralistes, on pourrait dire plus, là, des généralistes qui ont quand même une bonne tête, qui sont capables de s'outiller des bons outils au bon moment. Et quand je dis outils, on pourrait parler d'agents d'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, des super experts qui vont avoir un jugement critique très important dans un domaine. Puis moi, je pense vraiment que l'avenir va passer par une forme de collaboration avec l'IA qui n'est pas nécessairement facile, qui n'est pas toujours simple, qui n'est pas toujours parfaite non plus. On est dans les débuts, vraiment, de dire on collabore avec l'IA. Une des postures que je propose, c'est justement celle du partenaire de réflexion, qui est de dire dans des tâches où le jugement est quand même élevé, où il y a une variabilité, c'est-à-dire que la nature de la tâche n'est pas toujours exactement la même. C'est là où l'IA, on peut l'utiliser un peu comme, ChatGPT, à qui on soumet un texte, on pose des questions, on itère sur une réflexion. C'est là où je pense que l'IA va nous permettre d'amplifier le travail qu'on fait aujourd'hui. Parce que de toute façon, on n'est pas, en tant qu'humain, pour l'instant, capable de définir qu'est-ce qu'est l'intelligence réellement et qu'est-ce qu'est la conscience aussi de l'intelligence et de la vie. C'est un excellent point. Puis c'est là où ça devient complexe parce qu'on sort un peu du domaine ou des domaines traditionnels de l'IA qui sont l'informatique, les mathématiques appliquées. Là, on est vraiment dans des questions de société, des questions éthiques, des questions philosophiques. Qu'est-ce qu'un être moral? Tu sais? Est-ce qu'une machine, parce qu'elle est capable de simuler très bien une forme d'affection, par exemple, on va parler d'empathie cognitive, mais aussi d'empathie affective, donc une affection qui se rapproche de la compassion, elle le simule, est-ce que ça veut dire que nécessairement, on devrait lui donner des droits ou la reconnaître, dans le fond, un peu comme on reconnaîtrait un humain ou un animal, c'est-à-dire un être sensible? Puis on pourrait pousser ma réflexion et dire, oui, mais comment tu es sûr que tous les animaux et tous les humains sont des êtres sensibles et que les émotions sont vécues de la même façon? Donc, c'est là où ça devient très complexe parce qu'on a aujourd'hui des machines qui simulent des comportements humains parce qu'ils ont été entraînés sur des données comportementales humaines, de la même façon qu'elles sont capables de raisonner un peu comme le ferait un humain parce qu'elles ont été entraînées sur des données de raisonnement humain, d'équations, de calcul humain. En même temps, on dit qu'ils simulent l'humain, mais ils sont en train, ou ce qu'on a créé, et essaye pas de simuler ce qu'on est, mais va à un moment donné avoir sa propre forme d'existence. Ça sera pas humain, ça ne sera jamais ce qu'on est, ça va être autre chose. Ça va être autre chose, c'est sûr. Puis là, on frôle avec la science-fiction, dans le sens où ce sont des réflexions qui datent depuis plusieurs décennies, j'ai envie de dire. Et on est rendu là. On est rendu à un croisement où la technologie, on commence à se poser, ou du moins les questions que la science-fiction a amenées dans le dernier siècle, si je peux le dire comme ça. Tellement. D'un coup, on se dit, attends une minute, là, c'est maintenant que ça se passe. Tu sais. Oui. Puis on le voit parce que de plus en plus de gens vont justement développer une forme d'affection ou avec une IA. Puis je ne veux pas dire que c'est bien ou pas bien, mais c'est nouveau comme phénomène. Oui, il y a eu des psychoses, il y a eu des problèmes. Quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant, exactement. Exact. Il y a eu un suicide au moins quelque part dans les dernières années. Oui. C'est toutes des grandes questions et je plains en fait les gens qui n'ont pas lu la science-fiction ou de science-fiction dans les dernières décennies parce que on est en train de vivre dans une certaine mesure toutes les choses qui ont pu être décrites, tous les scénarios qui ont pu être décrits. Il ne faut pas essayer de tout réinventer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Toi et moi, je pense qu'on est des amateurs de science-fiction également. mais inévitablement, c'est très excitant parce qu'on vit la science-fiction en ce moment. Là. Oui, absolument. Puis il ne faut pas penser non plus, parce que là, je vais faire un petit bémol, c'est que souvent la science-fiction, en tout cas dans les films populaires, ça devient dystopique. On n'est pas nécessairement là. Pour l'instant, on pose parfois la question, c'est très dur à répondre à qu'est-ce que l'avenir dans un monde qui bouge extrêmement vite. Mis à part, puis j'en parle dans mon livre, développer des compétences, des états d'esprit pour faire face aux changements rapides, c'est très dur de se projeter et de dire, voici en quoi le monde va ressembler en 2030 ou en 2040. Ça va trop vite. C'est très difficile de se positionner. C'est impossible. Après, on peut mettre des hypothèses. Moi, ma posture, c'est que je ne pense pas qu'on va être dans les extrêmes. C'est-à-dire que d'un côté, parfois, on va dire ça va être un monde dystopique, il n'y aura plus rien, l'humain n'a plus de place. Je ne pense pas. Et de l'autre côté, un monde un peu à la Wall-E, où ce que les humains, finalement, là, très utopique, où les humains vivent dans une forme d'oisiveté, de loisirs constants, etc. Je ne suis pas sûr non plus que c'est sain pour l'esprit de se rendre là. Mais je ne pense pas que la technologie va nous amener là. Et donc, dans mon livre, c'est plus une mise en garde sur les apprentissages qu'on a eus par le passé, dans les dernières révolutions industrielles, que je veux présenter dans le fond au lecteur, et poser quelques hypothèses, quelques questions, de dire, étant donné ce qui se passe actuellement, voici ce qui risque d'arriver. Et ce qu'on vit à très court terme, c'est une accélération de la présence de la technologie dans nos vies, à tous les égards, pas juste dans la sphère professionnelle, mais dans nos vies personnelles aussi. Donc, l'IA est en train de changer nos façons d'interagir, nos façons de réfléchir. Et donc, pour moi, c'est vraiment de se positionner et de dire, c'est quoi la place de l'humain?
dans ce monde qui se transforme très vite? Et comment on s'assure de rester l'entité, l'agent, qui est en contrôle d'une forme d'intelligence, qui a le potentiel de nous amener ailleurs, mais qui vient avec certains risques? Comment on s'assure de comprendre ces risques-là, ces enjeux-là, pour en faire une utilisation qui soit responsable? Et je pense que tu l'as dit, la filmographie des dernières décennies nous a montré que des dystopies. Je pense qu'il faut lire. Il faut regarder aussi qu'il y a des beaux modèles qui peuvent nous amener aussi à tous s'entraider à construire quelque chose de positif aussi pour le futur. Ça, c'est effectivement essentiel qu'on ait cette imagerie-là d'un futur utopique, positif, de ce qu'on pourrait construire avec cette nouvelle forme, ce nouvel outil ou cette nouvelle forme d'intelligence qui va nous accompagner vers ça, là. Absolument. Plus à penser à peut-être des solutions pour la crise climatique, à la capacité de développer des vaccins beaucoup plus rapidement, d'accélérer la recherche. Donc, il y a beaucoup de beaux bénéfices avec l'IA. Encore une fois, c'est une question de savoir, est entre les mains de qui cette IA-là et c'est quoi les intentions derrière. C'est ça le problème. J'invite donc tout le monde à lire ton livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies au Québec, si je m'abuse. Donc, je les invite à aller en prendre une copie parce que moi je l'ai lu, c'est super intéressant, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Et donc, je te remercie pour cette belle entrevue aujourd'hui, Luc, c'était vraiment super intéressant. Un grand merci, Jean-François. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à nos invités. Merci aussi à mes collègues, Jérôme Colombin, Carl-Édouard Michel, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur précieuse contribution cette semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet ou sinon, je vous retrouve dès lundi si vous êtes au rendez-vous pour 120 secondes de tech. Portez-vous bien, à très bientôt.